Bonjour, je suis Louis Duruflé et je vous présente Femmes et archéologues, quand l'archéologie se raconte au féminin. Ce podcast est réalisé par la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France et produit par le studio Flamboyance. Découvrons ensemble 3 générations de femmes archéologues. Germaine Lemans, chercheure honoraire au CNRS, Françoise Bostine, professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Camille Calouin, céramologue à l'INRAP. Bonne écoute. Je suis Germaine Lemans, j'ai été chercheur CNRS et j'ai travaillé toute ma vie sur la période protohistorique et plus particulièrement sur la sur la partie de protohistoire récente, c'est-à-dire sur l'âge du fer. Bonjour, moi je m'appelle Françoise Bostine, je suis aujourd'hui professeure à l'université de Paris 1. Je suis spécialiste du néolithique et plus particulièrement au sein de cette vaste période de toutes les industries lithiques dans toutes leurs dimensions technologiques, circulation et aussi spécialisation des activités artisanales. Bonjour, moi c'est Camille, je suis archéologue depuis peu à l'INRAP. Depuis un an, à peu près un peu plus d'1 an, je suis céramologue. J'ai fait mon stage de fin d'études en M2 à l'INRAP avec une céramologue, Vaiana Vincent. Et suite à ce stage, il s'est trouvé que j'ai pu être embauchée par la suite. J'ai fait mes études en Belgique. Autrement dit, quand je suis arrivée en France à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant heureusement, mes diplômes n'étaient pas valables, mes diplômes universitaires étaient inutiles, je n'avais pas le droit de passer des concours. Il fallait 5 ans de nationalité française à l'époque. Par contre, je pouvais m'inscrire en thèse. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai quand même eu la chance de pouvoir rester un peu dans le milieu universitaire parce que j'ai été chargée de cours d'histoire grecque à la faculté catholique de Lille, jusqu'à ce que je rentre au CNRS après ma thèse de 3e cycle. J'ai commencé par faire des études en archéologie et puis que j'ai terminé par un doctorat. Et en parallèle, j'ai commencé, puisque c'était à la fin des années 70, début des années 80, j'ai commencé à faire des contrats à la FAN, à l'époque. Et puis, j'ai multiplié, avec le développement de l'archéologie préventive, j'ai multiplié les contrats et j'ai été CDIsée à la FAN et puis donc à l'INRAP. Voilà, donc j'ai fait 30 ans d'archéologie préventive et puis depuis 3 ans, je suis professeure à l'université. J'ai fait mon stage de fin d'études en M2 à l'INRAP avec une céramologue, Vaiana Vincent. Et suite à ce stage, il s'est trouvé que j'ai pu être embauchée par la suite. Donc j'ai eu un premier contrat et là j'ai un second contrat qui s'enchaîne cette année. L'INRAP se charge principalement de ça, donc exclusivement même d'archéologie préventive. Pensez-vous qu'il y a de plus en plus de femmes archéologues ? Voilà, c'est plus ouvert maintenant et quand on regarde un peu, effectivement, il y a beaucoup plus de femmes qui font de l'archéologie qu'il y a 40 ans. Hein. Et je pense que c'est largement lié au développement de l'archéologie préventive qui a vraiment permis aux femmes de s'implanter dans cette profession. Et vous, Madame Lemans, est-ce que le fait d'être une femme a pesé dans votre carrière ? Quand je faisais beaucoup de chantiers, avant la mise en place de l'archéologie préventive, j'assumais beaucoup de ce qu'on appelait à l'époque les fouilles de sauvetage. J'étais plutôt un ovni, enfin un objet de curiosité, mais ça ne m'a jamais gênée dans l'exercice de mon travail. En revanche, ce n'est pas le fait d'être une femme qui a été peut-être quelquefois difficile, c'est d'être la femme de. Parce que il fallait composer avec le travail de mon mari. C'était mon mari qui accordait les crédits. Donc, il ne subventionnait pas, ou il subventionnait moins mes propres chantiers pour ne pas être accusé de me favoriser. Il fallait trouver la bonne mesure, quoi. Ce qui n'était pas toujours facile. Et je discutais beaucoup avec ma directrice de thèse, qui était Madame de la Génière, qui avait vécu la même chose, même peut-être de façon encore plus violente que moi, même certainement.
et qui me donnait un peu des directives de vie, en fait. Elle m'a un petit peu aidée dans le comportement à suivre, dans la façon de lier des liens avec les autres chercheurs. Quand j'ai voulu poser ma candidature au CNRS, eh bien, j'ai entendu des phrases comme ceci: vous comprenez, votre mari gagne bien sa vie, il y en a d'autres qui n'ont pas de moyens de subsistance, on est obligé de les privilégier. Alors après, quand le CNRS a fait la différence entre le bureau d'aide sociale et le centre de recherche, donc j'ai été nommée au CNRS, et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'allais peut-être, même certainement, je l'ai été l'objet d'attaque vis-à-vis de mon mari. Vous savez, j'étais un peu un angle d'attaque. Et j'ai compris qu'il fallait travailler de mon côté sans faire de heurts. Et pour vous, Camille ? Moi, par rapport à mon expérience dans le métier, donc quelques petites années, j'ai pas beaucoup vu de grandes différences entre être une femme et un homme en archéologie. Mais malgré tout, il continue à y avoir des difficultés pour que les femmes soient vraiment, aient vraiment leur place complète dans ce milieu, et ça se sent surtout quand on regarde les postes à responsabilité, où là on voit que clairement ça reste très masculin. Après, je pense que plus on augmente dans la hiérarchie, plus il y a des pseudo-barrières qui sont mises involontairement. Le fait d'être une femme, par exemple, je sais pas, conjointement la carrière plus le côté plus personnel avec le fait d'avoir une famille peut créer des barrières sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on le veuille. Ou je pense qu'il y a un peu de ça aussi, du fait qu'il y ait souvent un peu moins de femmes dans les postes à haute responsabilité, on va dire. Selon vous, Françoise, être une femme et une archéologue, est-ce que cela a constitué un obstacle dans la progression de votre carrière ? Alors, je pense que ça reste. Je crois que l'archéologie fait pas exception en réalité, d'une manière générale. C'est un problème social plus global. C'est que prendre des responsabilités, c'est effectivement s'investir peut-être un tout petit peu plus dans la profession. Et je pense qu'il y a des gros freins qui sont liés, qui sont à la fois des freins sociaux, c'est-à-dire que la femme, elle reste quand même centrale, en particulier quand il y a des enfants. Et ça, je pense que c'est une vraie difficulté, parce que ça veut dire qu'effectivement, il y a des contraintes qui sont liées à l'organisation de la vie quotidienne, et que les femmes sont en tout cas qu'elles prennent plus en compte, je pense, dans leur vie, dans leur organisation quotidienne, que les hommes, qui sont plus prêts à laisser ça aux femmes, je pense globalement. Ce qui fait qu'effectivement, il y a des difficultés à atteindre certains niveaux de responsabilité. C'est, à mon avis, un des gros freins. Ouais. Mais la parité femmes-hommes n'est pas une évidence aux origines de cette discipline ? Au début de l'archéologie préventive, c'était quand même, ça restait très masculin, et ça c'était aussi lié au fait que à l'université les enseignants étaient quasiment exclusivement des hommes. Dans les services régionaux de l'archéologie, c'était quasiment exclusivement des hommes. Franchement, partout, c'était que des hommes. C'était favorisé aussi par le fait que dans les services régionaux de l'archéologie, il y avait beaucoup d'objecteurs de conscience, par exemple, à l'époque, et ce qui favorisait aussi la place des hommes. Donc, c'est vrai que c'était plus compliqué, et le regard qui était porté sur nous était plutôt celui de c'est pas un travail pour vous, qu'est-ce que vous faites là en fait, c'est une discipline qui est réservée aux hommes, quoi. Bon, évidemment, il y a une explosion de la carrière d'archéologue dans les années 90 avec le développement de l'archéologie préventive. Déjà parce que ça a démultiplié les emplois.
Et donc, de fait, il y avait plus de possibilités réelles d'arriver à avoir un travail rémunéré en archéologie. Donc, je pense que ça, c'est un des premiers points. Il y a eu une forme de démocratisation aussi, je pense que ça a engendré une forme de démocratisation, c'est-à-dire que comme il y avait plus de possibilités de travail, il y a effectivement eu une ouverture plus large de ce métier-là. Et au cours de votre formation, Camille ? Oui, globalement, à chaque fois, c'était assez mixte. Il n'y avait pas forcément beaucoup plus de filles que de garçons, quoique certains chantiers, il y avait plus de filles. Certains où j'ai fait, il y avait quand même plus de filles que de garçons. Alors, non, quand j'étais à l'université, étonnamment, à l'époque, on était à peu près autant de filles que de garçons. Mais c'est après, en réalité, c'est la coupure, elle vient après, c'est-à-dire que il y avait autant de femmes qui se formaient, enfin de filles, de jeunes filles qui se formaient à l'archéologie que d'hommes, mais après, dans la réalité, il y avait très peu de femmes qui arrivaient à avoir un travail dans cette discipline-là. Et c'est vrai que il n'y avait pas à l'époque ces règles, en tout cas cette volonté de parité dans les recrutements. Donc ça se ressentait à tous les niveaux, bien évidemment. Encore que nous étions à l'époque 3 chercheurs CNRS pour la région. C'était une époque d'effectifs très très faibles. Hein. Il y avait très peu d'archéologues. Et sur les 3, il y avait 2 femmes quand même. Donc on n'était pas si mal représentés que ça en statistique. Et qu'en est-il actuellement, Françoise Bostine, dans le milieu universitaire ? Quand vous regardez les promotions en histoire de l'art et archéologie, c'est beaucoup plus féminin en réalité maintenant. Et je pense qu'il y a à peu près la parité dans les étudiants qui sont inscrits en doctorat, par exemple. C'est beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les filles, naturellement, elles partent vers d'autres branches. C'est pas normal avec... j'ai pas les chiffres exacts sur les différentes années, mais je vois bien dans les amphis, c'est très majoritairement féminin. Et je dirais même c'est 80% d'étudiantes pour 20% de garçons. Par contre, au niveau master, c'est beaucoup plus équilibré. L'archéologie du genre constitue une thématique de recherche plutôt récente, non ? Alors c'est vraiment très récent, hein. C'est les 5 dernières années où il y a eu des travaux scientifiques avec des thématiques spécifiques sur la place de la femme dans les sociétés préhistoriques ou historiques d'ailleurs. Des approches plus genrées des recherches archéologiques, mais c'est extrêmement récent. Franchement, en France, on est vraiment en retard par rapport je pense aux États-Unis ou aux pays scandinaves où ce sont des thématiques qui ont été abordées depuis déjà plus de 20 ans. Et il y a eu dans le cadre du Congrès préhistorique de France l'année dernière, donc c'était en juin l'année dernière, une session sur le genre et la place des femmes en préhistoire. Voilà. Et c'est vrai qu'en France, franchement, je pense que c'était la première fois qu'il y avait vraiment une rencontre scientifique sur cette thématique-là. Françoise Bostine, avez-vous été confrontée à des formes de harcèlement dans votre profession ? Il y avait une forme d'omerta sur tous les problèmes d'agression sexuelle, d'emprise de certains hommes sur les étudiantes ou les femmes en général. Et ça, c'est aussi en train d'évoluer. Ça, je pense que c'est très bien. Et les dernières condamnations qu'on a pu voir, effectivement, en particulier dans le milieu universitaire, montrent que les choses évoluent, quoi. Et qu'en est-il pour vous, Camille Calouin ? Ouais, ça m'est déjà aussi arrivé, on va pas se mentir, hein, mais dans mon cas, c'était moins fréquent que chez d'autres personnes, donc ça, je touche du bois. Mais oui, j'ai déjà été témoin et j'en ai même ressenti moi-même de temps en temps. Certains mots, oui, déplacés ou certaines
certaines phrases qui conviennent pas, surtout en plus dans le milieu pro, je trouve. Donc c'est toujours très délicat, surtout que quand c'est des gens qui sont placés au-dessus de nous, généralement, on se dit, est-ce que je tente de dire quelque chose? Est-ce que ça va me retomber dessus, entre guillemets? Donc il y a toujours ce sentiment un peu, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Alors il y a des associations, bien sûr. Il y a eu aussi une prise de conscience justement récemment, et je pense que c'est dans toute la mouvance MeToo de la difficulté effectivement pour les femmes d'arriver à des niveaux de responsabilité les plus élevés. Donc il y a des associations, je pense à Paytatruel, où effectivement là c'est clairement une volonté de mettre devant tout le monde les problèmes que rencontrent les femmes pour exercer leur métier, toutes les commentaires sexistes, parfois aussi racistes ou genrés, parfois aussi, parce que ça existe également. Oui, je connais un peu le collectif et un peu leur mission, justement, et je trouve que c'est important qu'il y ait ce genre de groupe et de collectif pour libérer la parole, même si c'est pas toujours facile. C'est plus facile de se dire oui, moi je l'aurais fait dans telle situation, alors que bon... Mais non, c'est très très important qu'il y ait ce genre de groupe, justement, pour au moins pour informer la grande majorité des personnes, et même si c'est des situations qui sont pas vécues par tout le monde, qu'elles soient connues au moins, en disant voilà, c'est des choses qui existent, il faut pas les minimiser, il faut pas les mettre de côté, faut prendre conscience que ça peut arriver malheureusement à tout le monde. Auriez-vous un conseil à donner à une jeune femme qui souhaiterait faire de l'archéologie son métier aujourd'hui ? Moi, j'ai qu'un seul message en réalité, c'est foncer, parce qu'il y a aucune raison de se mettre des barrières qui sont souvent en fait comment dire, c'est tellement lié à l'éducation qu'on peut recevoir d'une manière globale, à la vision qu'on a au quotidien de la place de la femme dans la société, que c'est quelque chose à la limite refoulé, mais qui a un impact en fait sur la carrière des gens. Et donc moi je dirais surtout le métier d'archéologue, il est autant fait pour les hommes que pour les femmes, et donc n'hésitez surtout pas, si c'est votre envie profonde de faire de l'archéologie, il faut y aller. Je leur dirais qu'il faudrait déjà qu'ils se posent la question de leur passion. Parce que je pense que pour être un bon archéologue, il faut quand même une dose de passion. Parce que c'est pas toujours très drôle, il ne faut pas croire que on va toujours travailler avec un petit pinceau sous le soleil. Pas se mentir, les brouettes, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable dans le métier, on le fait. C'est parfois difficile, on n'a pas toujours la reconnaissance voulue. Être archéologue, c'est construire une synthèse. Ça n'est pas faire un rapport de fouille sur une découverte, même si importante soit-elle. Donc je pense qu'il faut bien se former, il faut connaître les textes, il faut se retourner vers le passé, vers les découvertes anciennes, et arriver à une synthèse, et à ce moment-là, c'est très valorisant. Je pense qu'il faut surtout rien lâcher, travailler à fond, se donner à 100%, parce que c'est primordial déjà, et qu'il faut faire beaucoup de stages, rencontrer plein de personnes, discuter avec plein de monde, tester des périodes différentes pour voir celle qui nous correspond le mieux quand on a des doutes. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier tout particulièrement la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France qui a financé intégralement ce podcast. Et précisément Karine Delfoli, Géraldine Faupin, Thomas Billet et Luc Valin qui ont initié ce projet. Cette émission a été réalisée dans le cadre de l'exposition photographique Du cœur à l'ouvrage,
dans l'intimité du travail des archéologues, présenté jusqu'au 23 avril 2022 aux Archives nationales du monde du travail, à Roubaix, dans le Nord. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance et conduit par Louis Duruflé. Les musiques sont de Unicorn Heads. Merci.